Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Chaque jeudi soir, nous recevons celles et ceux qui font la vie politique de la Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes, émission en partenariat avec Nice Matin. Cette semaine, pour m'accompagner, Christian Huot, journaliste politique à Nice Matin. Bonsoir Christian. Bonsoir Céline. Et notre invitée est Marine Brognier. Bonsoir. Bonsoir. Députée Les Républicains de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes et conseillère municipale à la ville de Nice. La question d'Azur Politique ce soir, où en est la cause des femmes dans les Alpes-Maritimes? Alors que Nice a connu un féminicide en début d'année, on fera le point sur la prise en charge des violences intrafamiliales qui ont explosé pendant la crise sanitaire. Crise sanitaire qui connaît peut-être le début de la fin. Crie-t-on victoire trop tôt en levant une partie des restrictions? Pourquoi tant de haine aussi contre les élus de la République, dont beaucoup ont été menacés pendant cette crise? Autant de questions que nous allons vous poser ce soir. Marine Brognier, Azur Politique, c'est parti. Au début de l'année, la ville de Nice a donc été marquée par le meurtre de Lisa, une femme de 45 ans dont l'ex-conjoint a reconnu le meurtre. Elle a été retrouvée dans le coffre d'une voiture et ce n'est qu'un des 13 féminicides recensés en France depuis le début 2022. Il faut savoir qu'en 2020, les Alpes-Maritimes étaient le 3e département de France où on comptait le plus de féminicides. Voilà, on a commencé par quelques chiffres. Qu'est-ce qu'on fait, Marine Brognier, aujourd'hui contre ces violences ? Alors, il y a un plan national qui a été lancé et vous avez pu suivre un certain nombre de parlementaires qui se sont lourdement mobilisés sur cette question et notamment au sein des Républicains. C'est vrai que notre département est particulièrement touché. Il faut rappeler un autre chiffre. Au 1er janvier, déjà 3 femmes étaient décédées sous le coup de leur conjoint et donc ces violences conjugales sont extrêmement préoccupantes. Donc, nous avons mis en place un plan également au niveau de la ville de Nice. Il y a de nombreuses structures d'accueil qui ont été mises en place, notamment pour l'Abricotier, qui est un centre d'accueil de jour. Nous avons la maison pour l'accueil des victimes, qui a été mise en place aussi par Christian Estrosi, la résidence sociale Sainte-Catherine, des appartements de transit pour pouvoir accueillir ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et nous avons tous les acteurs locaux qui se sont mobilisés, à la fois le CCAS, la ville de Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur. Et donc un conventionnement a été établi en 2016 entre l'État, le département et la ville pour améliorer la prise en charge de ces femmes. C'est un conventionnement qui a fait l'objet par la suite d'un certain nombre de prix, puisque l'ONU nous a récompensés en 2017 pour la mise en place de ces plans en faveur des femmes victimes de violences. Et je sais que notamment Mathilde Diouf, qui est élue à la ville de Nice en charge de ces questions, est extrêmement mobilisée au quotidien aux côtés de ces femmes. Quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a suffisamment de structures, au moins pour Nice. Pour autant, ces violences sont encore augmentées. Quelques chiffres et après on en aura fini avec les chiffres. En tout cas, en 2021, plus de 3000 faits dans les Alpes-Maritimes. C'est en augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente. Est-ce que tous ces dispositifs sont suffisants et surtout, est-ce qu'ils ne sont pas trop concentrés sur la ville de Nice ? Est-ce qu'ils sont suffisants ? J'ai envie de vous dire que non, rien ne sera jamais suffisant et il faut toujours plus en parler. Et je crois que la première étape, comme un certain nombre de sujets, c'est de parler, de communiquer, d'oser libérer la voix de ces femmes qui, pour certaines, n'osent pas encore s'exprimer, ont l'impression quelque part qu'elles sont victimes, mais elles en sont aussi responsables. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi important d'en parler dans la presse, mais aussi de faire en sorte que les politiques, dans les communes, peut-être aussi dans les plus petites communes, puissent investir. Je parlais tout à l'heure de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est aussi un acteur, qui a vocation donc à développer ses plans également dans les autres communes que la ville de Nice au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et je crois que c'est le premier pas. Plus on en parlera, plus il sera facile de libérer la voix des femmes et des familles, peut-être aussi de l'entourage, qui parfois voient des choses mais n'osent le dire. Vous parliez tout à l'heure de Lisa. Nous étions à la marche blanche avec un certain nombre d'élus aux côtés de la famille. Et quand on interrogeait les voisins, les proches, ils nous disaient « mais on n'a pas compris ce qui se passait ». Parce que finalement, son conjoint nous semblait être quelqu'un qui vivait dans le quartier comme les autres, qui n'avait pas un comportement différent. Puis certains nous ont dit de repérer les situations de violence intrafamiliale. Il faut les repérer, il faut libérer la voix des femmes, des familles, sensibiliser les proches et leur dire que parfois,
être alerte sur un comportement qui peut paraître un peu étonnant, un peu suspicieux. Il y a un baromètre qui a été mis en place, nous en avons parlé lors de l'Orange Day. Donc ce baromètre dont on a fait la communication au niveau de la ville de Nice permet d'alerter justement sur un certain nombre de comportements. Malgré tout, Marine Brunier, la présence policière est de plus en plus forte pour réprimer ces violences familiales, ces violences faites aux femmes. Selon le ministère de l'Intérieur, dans les Alpes-Maritimes, dans les seules Alpes-Maritimes, il y a depuis 2017 99 policiers en plus dans le département. Est-ce qu'il y a un problème d'effectifs policiers ou de prise en charge des victimes ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Parce que les moyens sont de plus en plus importants et pour autant, les violences ne cessent pas. Je crois que sur la prise en charge des victimes, il y a un problème qui est lié avant tout au fait que les dispositifs, les policiers sont là, c'est vrai, mais quand on regarde les chiffres au cours des dernières années, les procédures judiciaires sont de plus en plus complexes. Donc au lieu d'avoir des policiers nationaux en plus sur le terrain, eh bien ils viennent simplement parfois pour combler les manques, pour éditer des procès-verbaux, faire des procédures qui sont de plus en plus contraignantes. Donc quand on regarde les chiffres par exemple par rapport au quinquennat de Nicolas Sarkozy, où les chiffres sont à peu près équivalents, on se rend compte qu'il y avait une présence policière sur le terrain qui était bien plus importante. Ils sont mal déployés, les policiers, c'est ce que vous voulez dire. Les policiers sont mal déployés parce qu'on a des procédures judiciaires qui sont de plus en plus complexes. On parle souvent de cette problématique qu'on a aussi avec des juridictions qui sont engorgées et qui font que les choses prennent de plus en plus de temps. Une enquête va durer plus longtemps. Une personne qui va être soupçonnée de violence conjugale, vous connaissez le principe de présomption d'innocence, ne va pas être réputée coupable tant que le jugement ne sera pas prononcé. Ces enquêtes pouvant être très longues, il y a des mesures d'éloignement qui peuvent être prononcées. Il peut y avoir des mesures d'éloignement, mais quand on prononce une mesure d'éloignement, il faut aussi se donner les moyens du contrôle. Et comme les policiers ne sont pas suffisamment sur le terrain parce qu'ils ont des procédures à faire dans les bureaux, eh bien ces procédures, ces mesures d'éloignement, même si elles existent, bien souvent elles ne sont pas respectées parce qu'elles ne sont pas contrôlées. Et sur l'accueil des victimes dans les commissariats, ça c'est quelque chose dont parlent souvent les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Est-ce que l'accueil est convenable? Est-ce que la façon dont les femmes se sont accueillies dans les commissariats pour déposer plainte, aujourd'hui il y a un sujet avec cela ou non pour vous? Je crois que la difficulté est la même. Les policiers étant occupés sur des procédures en lien avec l'administration judiciaire, ils ont peu de temps pour accueillir convenablement les victimes. D'ailleurs, le problème a été soulevé au niveau national puisque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a mis en place des procédures permettant aux victimes de faire un dépôt de plainte en ligne préalablement avant de se rendre au commissariat. Donc il y a une prise de conscience de difficultés qui existent concrètement sur le terrain. Pour autant, les choses qui sont mises en place ne sont pas suffisantes. Et je crois que les réformes qui devront être portées devront être faites également donc, sur une prise en charge des victimes, c'est-à-dire en développant plus de police sur le terrain et en charge de l'accueil, mais également en facilitant les procédures judiciaires et en accompagnant mieux le ministère de la Justice et donc localement les TGI pour tout ce qui est la question pénale, qui est véritablement le cœur de la problématique de la justice en France. Alors parlons maintenant un peu d'endométriose. C'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Emmanuel Macron a annoncé un plan national contre l'endométriose. Vous avez vous-même signé une proposition de loi pour faire reconnaître cette maladie comme une grande cause nationale. C'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. C'est la première cause d'infertilité en France. Est-ce que c'est une avancée que vous saluez malgré tout ? Alors, en cette fin de quinquennat, on a entendu le président de la République intervenir sur un certain nombre de sujets qui avaient été un peu mis de côté tout au long de ces 5 années. Et c'est vrai qu'on l'a entendu prononcer un discours intéressant sur l'endométriose, la mise en place d'un comité de pilotage interministériel, dont le premier se tiendra au 14 février. Les associations le saluent. Maintenant, la demande qui a été faite par le biais de cette proposition de loi, mais également par le biais de courriers et de questions écrites, que j'avais posé au ministre de la Santé, qui ne m'a d'ailleurs toujours pas répondu, alors que ces questions datent d'août dernier. La demande qui est faite par les associations, c'est de faire en sorte que l'endométriose puisse être reconnue comme une affection de longue durée, ce qui n'est pas encore le cas et ce qui n'a pas été évoqué très clairement par le président de la République. En tout cas, dans le plan qui a été évoqué. Alors, il n'y a pas eu de plan au sens strict qui a été déposé par le président de la République. Simplement, il a annoncé le fait qu'il y aurait un comité de pilotage qui se réunirait sur cette question, comme c'est le cas par exemple sur la question des harkis et des pieds noirs. Donc on voit bien qu'en fin de quinquennat, le président de la République s'intéresse à ces sujets qui ont été vraiment mis de côté pendant 5 ans. Donc je suis très heureuse qu'il décide de le faire aujourd'hui. J'ai envie de vous le dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les annonces, c'est très bien. Maintenant, on attend des résolutions concrètes.
concrètes. Sur cette question, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à accorder un congé menstruel aux femmes qui sont concernées? Ça, c'est une question très concrète. Alors, c'est une question très concrète, mais la première des problématiques que nous avons dans notre pays, contrairement à d'autres pays en Europe, c'est qu'on a beaucoup de mal à détecter les femmes victimes d'endométriose. Parce que très souvent, les femmes expliquent les difficultés qu'elles peuvent connaître au quotidien, leurs symptômes, mais très souvent, on attend 4 à 5 ans avant de détecter l'endométriose chez la femme et de poser un diagnostic très concret. Donc je crois que la première des choses, elle est véritablement de permettre de mieux accompagner en fait les gynécologues et les médecins qui interviennent sur les questions gynécologiques. Donc pas de congé et de menstruel. mieux les... Peut-être dans un second temps, mais déjà avançons sur cette question, permettons de considérer que l'endométriose est une affection longue durée et peut-être que dans un second temps, il faudra envisager ce congé. Dans ce plan, dans cette déclaration d'intention, comme vous l'appelez, chaque région va devoir identifier précisément des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise. Ça pose vraiment en creux le problème du désert médical qu'on connaît bien dans le département également. Et ça pose la problématique de la disparité dans la prise en charge. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Alors justement, il y a maintenant 2 semaines de ça, nous avons encore débattu de ce sujet à l'Assemblée nationale. Je suis membre de la Commission des affaires sociales, j'ai été oratrice de mon groupe parlementaire sur cette question. Il y a différentes solutions qui sont présentées par les groupes politiques. La gauche demande notamment la mise en place très concrète d'une obligation d'installation pour les médecins dans certaines zones. À droite, nous avons un autre sentiment puisque la profession médicale est au départ lié directement à la liberté d'installation. Donc nous proposons un certain nombre d'autres solutions, notamment la mise en place d'un statut de médecin junior qui permettrait aux médecins fraîchement diplômés d'exercer donc leur dernière année d'études de médecine dans des territoires qui sont des déserts médicaux, mais également on demande la mise en place d'un budget donc régional qui serait sous la tutelle des ARS en collaboration avec les collectivités territoriales pour permettre aux collectivités d'apporter un budget supplémentaire pour salarier notamment des médecins ou créer des maisons de santé. Marine Brognier, il y a déjà des propositions pour salarier des médecins, je crois que c'est du côté de Puget-Théniers notamment que c'est le cas. Aujourd'hui, il y a moins de 2% des médecins inscrits à l'ordre dans les Alpes-Maritimes qui exercent dans l'arrière-pays. Franchement, est-ce que contraindre au moins les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux, on ne sera pas obligé d'y venir un jour? On voit bien que les incitations ont du mal à fonctionner. Le problème de ces incitations, c'est qu'elles ne sont pas toutes homologuées au niveau national. Il existe des disparités. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir un département dans lequel les pouvoirs publics sont véritablement en demande. Donc vous parlez de Puget-Théniers. Je pourrais vous parler également de la maison de santé de Val-de-Blore ou de celle qui existe à Roquebillière, qui ont été créées sous l'impulsion des communes, des maires qui ont vraiment eu cette volonté de développer la médecine de proximité. Les solutions, elles sont multiples. On parle aussi beaucoup de la télémédecine. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus véritablement de zones surdotées. Et c'est bien la raison pour laquelle imposer à des jeunes médecins de venir s'installer de manière pérenne dans des déserts médicaux, ça ne peut être une solution. Même en ville, quand vous êtes dans des grandes villes comme à Nice, à Paris, Marseille ou ailleurs, il faut parfois, pour certaines spécialités, des délais de 6 à 9 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Donc la première des étapes, c'est déjà de déverrouiller le numerus clausus. Alors le gouvernement a dit qu'il l'avait fait, c'est vrai, mais de manière mineure, parce que les réformes qui ont été mises en place sur l'enseignement supérieur en matière médicale ont été très limitées et on voit déjà que l'impact est minime. On le verra au bout de 5 ou 10 ans, on aura plus de médecins qui sortiront, mais ça ne permettra pas de compenser l'évolution démographique qui fait que de toute manière, nous aurons plus de population à soigner et il faudra donc plus de médecins informés. Alors autre question à présent relative à la santé. Le pass vaccinal, vous l'avez voté? Oui. Olivier Véran évoque déjà la possibilité de supprimer ce pass vaccinal avant le mois de juillet. Vous vous approuvez ou vous dites qu'on est dans un agenda peut-être plus politique cette fois? Non, je pense que cette fois-ci, enfin, on applique les mesures dans le bon timing. Moi, j'ai voté le pass vaccinal, c'est vrai, mais ce que je regrette, c'est que nous ne l'ayons pas fait en amont. Parce que la vérité, c'est que le pass vaccinal que nous avons voté, si nous l'avions voté simplement 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois avant, il aurait eu une efficacité très concrète. Parce que la problématique qui a été la nôtre en France, déjà montré une certaine efficacité. Mais la problématique que nous avons vécue, c'est que nous sommes arrivés à un moment de l'épidémie où nous avions donc un accroissement continu du virus Delta
et également l'apparition d'Omicron. La difficulté qui a été la nôtre au niveau sanitaire, c'est que malheureusement, il y a eu encore des suppressions de lits pendant toute cette crise du Covid. Donc nous n'étions pas en capacité d'absorber les patients qui étaient atteints du Delta et ceux atteints d'Omicron. Donc nous étions arrivés à un point de saturation qui faisait que n'importe quelle mesure qui permettait simplement de protéger un peu plus les Français était bonne à prendre. Mais le calendrier qui a été mis en place... On n'avait pas dépassé le record, si je puis dire, d'hospitalisation à ce moment-là. Nous ne l'avions pas dépassé, mais vous savez bien que pour la vaccination, il faut un certain temps avant qu'elle puisse faire effet sur les personnes. Donc en vérité, il aurait fallu que le gouvernement décide avant Noël de pouvoir mettre en place ce pass vaccinal. Et c'était possible parce que nous avons enfin des méthodes de calcul qui nous permettent de savoir exactement à quel moment on va avoir le pic épidémique. Et c'est vraiment ce que je regrette parce que finalement, on a eu le sentiment que ce pass vaccinal servait plus à faire des annonces politiques qu'autre chose. Et là aussi, où je trouve que les choses sont dommages, quand on voit par exemple en Espagne, ils sont déjà en train de mettre en place un plan de mise du pass vaccinal et du pass sanitaire. Alors que nous, on est encore dans ce tout vaccinal et les mesures de fin de pass vaccinal ne sont pas encore énoncées très clairement. Alors, cette crise sanitaire et cette problématique du pass vaccinal ou du pass sanitaire avant a suscité de nombreuses réactions entre les pros et les anti-vax, et les pros et les anti-pass. Et les élus en ont beaucoup souffert avec des attaques très ciblées. Vous en avez été la victime sur votre permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour revenir à la raison et faire comprendre que quand on est un élu de la République, on défend des causes certes, mais on ne peut pas attaquer comme ça impunément. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que femme, en tant qu'élu de la République, et qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à ça ? Je crois que la problématique qui est celle des atteintes aux élus touche à un très grand nombre de professions. J'ai échangé avec des médecins, des infirmiers qui travaillent au CHU, notamment au service des urgences, qui m'ont expliqué à quel point leur quotidien était devenu pénible et à quel point très souvent ils étaient eux-mêmes victimes de ce genre de menaces. C'est le cas aussi des policiers nationaux, municipaux. En fait, je crois que la problématique que nous vivons aujourd'hui, c'est que la société française est à bout de souffle et tout ce qui représente l'ordre public, le pouvoir public, est devenu une cible pour eux de leur mécontentement. Et quelque part, je peux le comprendre. C'est vrai qu'un certain nombre de choses qui ont été faites sous ce quinquennat peuvent amener à un certain nombre de mécontentements. Il faut l'entendre. Il faut mettre en place évidemment des mesures et expliquer qu'on ne peut pas porter atteinte aux élus, comme on ne peut pas porter atteinte aux policiers nationaux, comme on ne peut pas porter atteinte aux médecins. Contre votre permanence au mois de juillet dernier, j'imagine que là, vous ne comprenez pas. Je ne la comprends pas comme je ne comprends pas la violence qui est exercée à l'égard des policiers ou des médecins. Et évidemment, il faut le dénoncer. Mais je crois qu'il faut aussi entendre le mécontentement des Français. Et peut-être qu'en les écoutant davantage, on arrivera à calmer cette violence qui est celle de nos concitoyens. Alors un autre sujet, est-ce que vous souhaitez toujours une réforme de la loi Leonetti sur le droit à mourir dans la dignité ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois que c'est quelque chose que vous réclamiez. Est-ce que vous voulez légaliser l'euthanasie ? Oui. Très clairement, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'espère qu'il sera évoqué au moment des élections présidentielles. Pour le moment, ça n'est pas trop le cas. Et je crois que véritablement, c'est quelque chose qui est très attendu de la part des Français. Il y a eu de nombreux sondages sur le sujet qui démontraient à quel point il y avait une attente très forte de la part de nos concitoyens. Il ne faut pas laisser le sujet sous la table. Et véritablement, ce sera un sujet sur lequel je me battrai pendant ces élections. Allez, tout de suite, on va passer aux questions cash. C'est pour tout de suite, normalement, me dit-on. Voilà, les questions d'actualité. En tout cas, allez, on va enchaîner. Mardi, le monstre du Loch Ness de Niki de Saint-Phal a été retiré de la scène du TNN. Et le même jour, à l'Assemblée, Éric Ciotti a de nouveau interpellé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur la destruction à venir du théâtre de Nice. On l'écoute. C'est une part de l'âme culturelle de la ville de Nice qui va être mise à terre par une forme de folie mégalomane, de dérive personnelle, tout simplement pour réaliser 4000 mètres carrés d'espace vert à la place d'un théâtre. Madame la ministre, solennellement, aujourd'hui, je vous demande d'être fidèle à ce qu'avaient fait vos illustres prédécesseurs pour préserver des éléments du patrimoine niçois. Jacques Toubon, qui a sauvé la gare du Sud, Jacques Lang, qui a sauvé la façade du Palais de la Méditerranée pour éviter cette folie.
l'état du bâtiment ne répond plus aux besoins techniques, fonctionnels et artistiques. Il nécessite de lourds travaux de remise aux normes, entre 12 et 18 millions, et ne permet plus de déployer une capacité d'accueil et une offre culturelle adaptée aux attentes de la population. Je serai bien évidemment extrêmement vigilante à ce que le théâtre puisse poursuivre pleinement ses activités pendant les travaux et que le programme, puis la construction prévue de la salle, répondent aux attentes et aux besoins du territoire. Est-ce qu'il y a, comme le dit Éric Ciotti, je reprends ces mots, une forme de folie mégalomane et de dérive personnelle à Nice? Mais je suis assez surprise de ces propos pour une raison simple, c'est que ce projet faisait partie du programme de Christian Estrosi au moment des élections municipales. Les Niçois ont voté favorablement à la reconduite de notre maire avec son programme politique et donc il paraissait logique qu'il puisse le mettre en œuvre. Alors après les présidentielles vont se profiler les élections législatives. Vous êtes resté une élue des Républicains. Est-ce que vous allez demander et solliciter l'investiture pour un deuxième mandat au même parti? Oui. Oui, sans commentaire. Oui, est-ce que c'est pas un peu schizophrène d'avoir été mise en scène politiquement par Christian Estrosi, de soutenir sa politique municipale, comme vous venez de le faire à nouveau, tout en étant totalement opposé à lui maintenant d'un point de vue de la politique nationale? Notre maire a laissé le libre choix à ses élus de pouvoir être aux côtés de Valérie Pécresse ou d'Emmanuel Macron. Certains sont engagés dans d'autres familles politiques, d'autres ont décidé d'avoir un mandat purement local. Pour mon cas, ça a toujours été le cas. J'ai été aux côtés de ma famille politique depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, puisque j'ai été militante à l'UMP à partir de mes 19 ans. Et je compte bien rester fidèle à mes idées, à mes convictions et à ma famille politique. Pour les législatives, est-ce que vous imaginez éventuellement un candidat En Marche qui serait soutenu par Christian Estrosi? Oui, cela est possible. Cela est tout à fait possible puisque c'est une élection nationale, donc détachée totalement de ce que nous faisons au niveau local. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors une quinzaine de membres de la majorité de Christian Estrosi ont claqué la porte des Républicains, vous ne l'ignorez pas, s'estimant pris en otage par la zémorisation imposée par Éric Ciotti. Pas vous, vous êtes resté chez les Républicains. Pourquoi? Encore une fois, j'insiste un peu sur la question. Même certains en viennent à se demander si c'est pas d'un commun accord avec Christian Estrosi pour garder sa fidèle, et c'est pas du tout péjoratif, Marine Brenier, dans le camp adverse. Oui, j'ai entendu certaines personnes se poser la question. Alors la réponse est très claire. Je soutiens Valérie Pécresse depuis un certain nombre d'années puisque j'ai été adhérente de Libre lorsqu'elle a créé son mouvement politique et je suis extrêmement heureuse de la savoir candidate et je suis très fière de voir que pour la première fois, la droite a décidé de choisir une femme pour la représenter pour ces élections présidentielles. Donc il n'y a absolument aucun sujet. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous vous sentez plus proche d'Éric Ciotti que de Christian Estrosi sur un plan purement politique? Sur un plan purement politique, je me sens très proche de Valérie Pécresse. Vous voulez pas en dire plus? Parce que ce soir, on est sur BFM Nice Côte d'Azur. Ça veut dire que c'est plus la politique locale qui nous intéresse ce soir. Alors, on aurait envie de vous entendre un peu plus là-dessus. Mais sur la politique locale, je suis membre de la majorité de Christian Estrosi au sein de la ville de Nice. Et donc, je soutiens pleinement les projets municipaux et métropolitains qui sont portés par notre maire et notre président. Pour autant, sur un plan national et un plan purement politique, je suis très proche des idées de Valérie Pécresse. Son programme politique me paraît extrêmement juste et me paraît surtout le meilleur pour pouvoir redresser la France. Alors, puisque vous aimez évoquer les sujets niçois, parlons d'un petit sujet niçois. Parmi ceux qui préoccupent vos concitoyens, l'avenir de la gare du Sud, au cœur du quartier de la Libération. Une procédure de liquidation judiciaire a été engagée pour la société gestionnaire du lieu. On a l'impression qu'on n'en finit pas dans cette histoire. Où en est-on vraiment ? Alors, où en est-on vraiment? Je ne saurais vous dire, je ne suis pas ce dossier directement, mais il est vrai que la crise du Covid n'a pas aidé au développement de cette institution qui a connu un certain nombre de difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier concessionnaire n'avait pu aller au bout de son contrat, donc un deuxième concessionnaire avait été mis en place. Les choses ont eu du mal à démarrer puisqu'il y a eu cette crise Covid. Je le regrette. J'espère sincèrement que nous arriverons rapidement à trouver une personne qui sera à la hauteur et que nous pourrons développer au sein de la Gare du Sud, qui est un établissement remarquable de notre ville, quelque chose qui pourra ressembler à ce qui existe dans d'autres communes, comme nous avons par exemple du côté de Madrid ou même du côté de grandes villes comme Florence, et qui permettra de participer un peu plus au rayonnement culturel et touristique de notre ville. Alors un autre dossier purement niçois, on se souvient que dans le sillage de l'annonce d'Emmanuel Macron sur la création d'un contrat d'engagement pour les jeunes,
Christian Estrosi avait annoncé le doublement de ce revenu d'engagement, 500 € supplémentaires pour les jeunes niçois. Depuis, on n'en a plus vraiment entendu parler. Où en est ce dossier ? Ce dossier, il faudrait que vous questionniez l'adjoint en charge de ces problématiques, à savoir Greg Monessi. Pour ma part, donc, ce qu'avait annoncé le président de la République Emmanuel Macron, je m'y étais opposée pour une raison simple, c'est que j'estime que cet engagement qui a été porté à l'égard des jeunes est une mesure d'assistanat, et je crois très sincèrement qu'il y aurait bien d'autres mesures que nous pourrions mettre en place pour encourager les jeunes à la fois à poursuivre des études ou à se tourner vers des métiers qui aujourd'hui sont complètement mis à l'abandon, et on le voit notamment dans les Alpes-Maritimes, hein, tout ce qui est les métiers comme la plomberie ou des métiers comme ceux de la restauration. Combien de fois cet été j'ai été interpellée par des restaurateurs me disant mais est-ce que tu connais pas un jeune qui aurait envie de venir travailler? Et je crois que véritablement il faut qu'on encourage nos jeunes à se tourner vers ces métiers dans lesquels il y a des offres d'emploi mais très peu de personnes à recruter. Donc vous n'êtes pas pour le doublement de ce revenu d'engagement en tout cas? Je ne suis pas pour le revenu d'engagement. Merci Marine Brenier d'avoir été l'invitée d'Azur Politique. Ce soir, Azur Politique, c'est terminé. Merci à vous.